Salut les amis. Alors vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais certains clubs, certains sensei ont la fâcheuse tendance à se focaliser sur la réussite de leurs meilleurs élèves, entre guillemets se concentrer sur ceux qui ont le plus de facilité ou le plus de capacité, au détriment de tous les autres, quitte parfois à dégoûter certains élèves qui finissent par quitter le dojo. Ça vous est peut-être déjà arrivé à vous ou vos enfants. Il est temps aujourd'hui de lever le voile sur cette pratique, souvent regrettable et parfois même dommageable. C'est parti. Alors, vous avez peut-être vous-même fait les frais de cette forme de discrimination, si ce n'est pas vous, peut-être vos enfants, en les emmenant au dojo, ou peut-être simplement si vous êtes instructeur depuis quelques années, vous avez eu des élèves, que ce soit des enfants, des ados ou des adultes, qui sont arrivés dans votre club parce que, à côté, on ne s'occupait pas forcément d'eux. Pourquoi? Parce que le club d'à côté, il cultivait le culte du meilleur. On allait faire réussir ceux qui ont des capacités. Et eux, malheureusement, ils ne faisaient pas partie des élèves les plus doués, donc on ne s'occupait pas d'eux. Et ils sont finis par partir. Moi, j'en ai connu plusieurs, et c'est souvent les termes qui me sont rapportés, c'est ce mot discriminant. Parce qu'ils se sentent pas forcément au niveau et ils voient les autres, en tout cas, avoir peut-être certains privilèges, être emmenés en compétition, en voyage, avoir des tenues, des joggings avec leur nom, le logo, parce que c'est une image que l'on va donner à l'extérieur. Et puis eux, ils ont le droit à rien du tout, alors que parfois, certains sont motivés. Alors bien sûr, vous allez me dire, il faut choisir évidemment le bon dojo, son emplacement. Il faut que ce soit compatible avec son objectif. Si moi, j'aime le karaté traditionnel et que je vais dans un dojo de compétition, je vais me dire, on s'occupe pas bien de moi, en tout cas pas ce que j'ai envie de faire. Oui, en même temps, c'est logique. Et vice versa. Si moi, je suis pro-compète et que je vais dans un dojo un petit peu plus traditionnel, je vais me rendre compte que c'est pas cohérent avec mes objectifs. Donc, là, je parle vraiment de personnes qui avaient pour ambition de faire de la compétition, même souvent des jeunes, les plus jeunes, les ados ou les pré-ados, sont très motivés à l'idée de faire aussi de la compétition. Et on vient me dire, oui, mais on entraîne les plus doués. Alors déjà, ce terme-là, moi, personnellement, il me débecte. Tout ce qui est bon, doué, meilleur, pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a pas de prédisposition à être doué. On a peut-être des compétences, voilà, que ce soit par rapport à sa physiologie, son évolution, ses expériences. On a des expériences qui nous permettent peut-être que des personnes ont déjà acquis des choses. Vous avez deux élèves qui arrivent en même temps dans votre dojo, deux ados, les deux qui veulent faire de la compétition, et à droite, vous allez avoir un ado qui a déjà fait peut-être du VTT, qui a déjà fait un petit peu de course à pied, qui aime bien bouger, qui fait de la musique, qui a déjà coordonné des choses. Donc il a déjà cette analyse et cette réflexion, donc il a cette expérience-là. Et à gauche, vous allez avoir un ado qui est pas sûr de lui du tout, qui vit plutôt dans sa chambre entre la console et le PC, qui est très renfermé, qui peut-être n'a pas le même poids que son partenaire, qui est peut-être un petit peu plus enrobé et qui manque énormément de confiance et qui lui va avoir du mal à évoluer, à comprendre les choses lorsque vous allez faire des exercices. Celui qui a plus d'expérience d'extérieur va paraître plus doué parce que simplement il a juste plus d'expérience et plus de compétences qui lui permettent de mieux réaliser les choses. Mais on lui mettrait la vie, on échangerait les vies l'un de l'autre, le plus doué deviendrait le moins doué et inversement. Donc doué ne veut rien dire du tout, c'est juste une question d'approche, d'expérience et de compétences. Donc, vous avez des personnes qui ont des expériences et des compétences et des niveaux aussi d'analyse et de progression, des courbes de progression qui sont légèrement différentes. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est celui qui d'apparence est le plus doué qui ira le plus loin non plus. On est dans un dojo. Le propre des arts martiaux, c'est de travailler tous les spectres et avec tout le monde pour que tout le monde puisse progresser. Dans un épisode de Kaamelott, le roi Arthur disait « La lumière, c'est pour que tout le monde y voit ». C'est exactement ça dans les arts martiaux. Notre transmission, c'est pas juste transmettre à ceux qui ont ces facilités parce qu'ils ont déjà ces compétences et cette expérience, même si c'est bon pour l'image, parce que ne nous l'aurons pas. Les dojos qui utilisent un petit peu ces principes d'enseignement sont quand même des dojos qui sont totalement focalisés sur la compétition, sur le gain, sur l'image ou sur le grade. Parce que remporter des compétitions, être sur des podiums, faire les magazines locaux, ça rapporte de l'image, ça rapporte des adhérents et surtout gagner des médailles et avoir des grades, avoir plus de ceintures noires, ça rapporte des subventions. Donc on va cultiver la facilité d'enseigner à des personnes qui ont déjà des capacités et des facilités de compréhension et d'exécution. C'est un travail qui est simplifié pour le coach, l'instructeur, le sensei, le professeur, appelez-le comme vous voulez. C'est un travail qui va être simplifié pour lui et il va préférer se simplifier le travail avec des personnes qui vont comprendre, on va dire, son exercice,
plutôt que de se poser des questions de comment bien transmettre sa discipline à des personnes qui auraient plus de difficultés, pour justement peut-être les tirer elles aussi. Sachant que de toute façon, la personne qui a le plus de prédispositions n'est pas forcément celle qui va progresser avec la plus grosse courbe de progression, c'est-à-dire de manière la plus exponentielle. Lui, il part déjà d'un acquis qui est plutôt, on va dire, avantageux. La personne qui est en difficulté, vu qu'elle part de plus loin, va peut-être avoir une courbe de progression pour rattraper le groupe, pour se mettre au niveau, pour comprendre, peut-être que sa courbe sera plus importante et que celui qui a ses prédispositions un petit peu, va feignanter un peu, viendra peut-être moins régulièrement, sera peut-être un petit peu moins motivé ou moins passionné parce qu'il a l'impression déjà de savoir faire les choses. Donc, on se rend compte qu'on est déjà sur un vrai pied d'inégalité entre deux personnes et deux approches différentes. Moi, ces approches-là, je les ai connues, je les ai vécues, alors bien sûr avec des élèves, mais aussi par l'intermédiaire des missions qui m'ont été confiées, notamment par le dojo de Keiyo. Vous savez que j'ai passé mon grade là-bas, à Tokyo, et qu'il y a quelques années, j'ai été missionné par l'université de Keiyo à la Mita Karatekai pour réaliser une démonstration dans le cadre des 90 ans, de l'anniversaire des 90 ans du premier dojo ouvert par Maître Funakoshi à Keiyo en 1924. Donc, je devais aller sur place et montrer, de par mon affiliation, mes acquis du karaté traditionnel de Maître Funakoshi. Et au-delà de ça, moi je voulais surtout montrer la transmission, c'est-à-dire pas que la qualité d'exécution, mais la qualité de transmission des acquis pédagogiques et traditionnels du karaté fondamental de Keiyo. Donc, j'y suis allé avec 2 élèves. Et dans mon dojo, j'ai des personnes, au même cadre que la plupart des dojos de compétition, qui ont des prédispositions, qui sont des facilités, entre guillemets d'apparence, qui sont douées, et j'ai des personnes qui sont un peu plus en difficulté. Mais moi, avant d'y aller, je voulais m'assurer d'avoir des gens motivés qui puissent, on va dire, vraiment qui savent suivre le programme que j'avais décidé de faire. La démonstration était fin octobre. Je suis parti en amont et je me dis, voilà, on va commencer à réviser en juillet. Dès le mois de juillet, on révise. Mais attention, on révise 2 heures par jour, entre 5 et 6 jours par semaine. Et c'est comme ça. C'est-à-dire celui qui n'est pas capable de venir pour s'entraîner sur cette cadence-là, n'ira tout simplement pas réaliser cette démonstration, parce que c'est pas juste une démonstration faite à Tokyo, c'est une démonstration à Tokyo devant les plus grands maîtres de karaté qui se sont réunis pour l'occasion. Donc, tous les plus grands noms du karaté mondial. Ça veut dire qu'on est quand même observé, jugé sur nos capacités. Donc il va falloir faire certes une démonstration sur mesure dans les cadres, avec des principes traditionnels de Maître Funakoshi, des choses très très spécifiques, mais il va falloir aussi suffisamment bien s'entraîner pour que techniquement ce soit irréprochable, pour que physiquement ce soit au niveau, et surtout pour qu'on ne subisse pas cette notion de stress, d'arriver en one shot, boum, on y va, c'est maintenant ou jamais, et il faut que ça passe, on n'a pas le choix. Donc, pour contrer le stress, il faut que le travail soit autonome, et pour qu'il soit autonome, il faut qu'il devienne un automatisme, et il faut le réviser 10 000 fois avant d'y aller. Voilà, il faut faire ses armes petit à petit, se remettre au niveau pour le faire. Et il se trouve que les 2 personnes qui étaient les plus motivées et qui ont suivi ce programme à la lettre, c'était pas ceux qui avaient le plus de facilité en premier lieu. Et ils ont eu une courbe de progression phénoménale, ils ont fini par dépasser les personnes qui avaient des facilités. Donc, contre toute attente, le fait d'être doué en apparence ne signifie pas qu'on va avoir une courbe de progression exponentielle et infinie, et ne signifie pas que l'on va avoir la motivation nécessaire pour suivre ce qui vous est demandé. Donc ça, pour moi, c'était aussi un grand révélateur de me dire, ok, vous avez les capacités, mais moi, ça m'intéresse pas. Vous me dites, ouais, je viendrai que 2 fois par semaine. Ça m'intéresse pas. Si tu t'entraînes 2 fois par semaine, je sais d'avance que tu vas nous planter le jour J. Et de toute façon, quand bien même tu nous planterais pas, tu n'auras pas le même travail d'acquis fondamental des personnes qui sont venues bosser 5 fois plus que toi. Parce qu'on n'est pas en face d'un public novice ou un petit peu coach qui va regarder et qui, on va dire, s'arrête à la coquille. Va dire, ah ouais, non, lui, il est doué, il est bien. Non, on est quand même sur un public de grands maîtres qui connaît le travail fondamental et qui va rentrer derrière la coquille et qui va comprendre les choses. Donc, on n'est pas du tout dans la même approche et moi, je voulais m'assurer d'avoir le full package, quoi. Je vais pas juste avoir la coquille. Donc, ça aussi, c'est vraiment un révélateur sur la motivation. Faites un test dans vos dojos. Ceux qui sont très motivés, coachez-les ou demandez-leur de faire des choses en démonstration. Vous allez voir que parfois, sur simplement des démonstrations, comme là, on est en début d'année, sur des forums d'association, vous allez voir que parfois, c'est les moins motivés, enfin ceux d'apparence qui ont les moins de capacités, les moins de facilité, qui seront les plus motivés.
Et ça peut vous surprendre. Et justement, ce travail fondamental d'enseignant martial, on va dire, de socle de transmission, c'est d'essayer de faire augmenter le niveau de tout le monde et même de ceux qui auraient le plus de difficultés, parce qu'au final, c'est peut-être eux la vraie vie de votre club. C'est peut-être eux qui vont faire le lien, c'est eux qui vont créer la motivation, qui vont créer un esprit de famille, un esprit de groupe et qui vont peut-être aller au-delà des choses. Souvent, quand on parle de ce genre de thématique-là, on est en face, en fait, de deux méthodes pédagogiques très contradictoires et qui s'affrontent, mais qu'il va falloir mélanger un petit peu. En fait, ces deux méthodes sont liées à un principe de Claude Viala, vous connaissez peut-être Claude Viala, et qui expliquait que lorsque il a appris à peindre, on lui a dit « apprends à peindre, quand tu sauras peindre, tu peindras ». Et lui, quand il a commencé à enseigner, il a dit à ses élèves « commencez à peindre, en peignant, vous apprendrez à peindre ». Donc on a vraiment deux méthodes pédagogiques. C'est la même chose en musique d'ailleurs, si vous prenez un peu de recul. On a les méthodes classiques des voies conservatoires avec école de musique. Il va d'abord falloir faire du solfège pendant quelques années sans pouvoir toucher son instrument. Avant de passer, j'ai connu ça étant petit, c'est pour ça que je vous dis ça, avant de pouvoir commencer son instrument par des voies très scolaires et très classiques. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de musiciens, de groupes de chanteurs extrêmement populaires à travers le monde, qui remplissent des stades entiers et qui ne sont pas du tout passés par ces voies-là, qui sont très autodidactes et qui ont commencé à prendre un instrument, à bidouiller et à jouer. Alors vous allez me dire, oui, il y a un plafond de verre technique pour ces personnes-là qui ne sera peut-être pas possible de passer s'ils n'ont pas les voies académiques de solfège. Maintenant, faut pas se leurrer, dans le monde, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont autodidactes et qui ont percé, qui savent très bien faire les choses. Dans les voies martiales, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va alterner entre toi, tu vas avoir des capacités en arrivant. Je te demandais de faire des choses et tu vas te baser sur ce socle de capacité, sur cette envie. Tu n'as pas forcément besoin qu'on te cadre tout parce que tu as déjà en fait une avance considérable sur ta compréhension, sur ta coordination, sur ton corps, sur beaucoup de choses qui sont peut-être des voies annexes à ce que vous êtes en train d'enseigner. Donc, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire, montre-moi où tu peux aller. C'est-à-dire qu'on va questionner, c'est ce qu'on appelle la voie du questionnement. On va questionner les élèves, et d'ailleurs peut-être que celui qui a le moins de capacité va vous surprendre, parce qu'il va peut-être sortir un truc de son chapeau, et qui va dire, mais en fait c'est super bien, une bonne réflexion derrière, même si peut-être que la capacité physique est en retrait. Et parfois, il faut alterner avec justement l'injonction, c'est-à-dire, ok, vous m'avez montré ce que vous savez faire, maintenant, c'est moi qui vous dis quoi faire, je fais mon programme, parce que je vous ai analysé, et je sais que toi, tu as une apparente facilité dans un domaine, mais que le spectre des arts martiaux est très vaste et qu'il va peut-être falloir travailler les zones où tu vas être le plus en difficulté pour pouvoir créer une balance. On en avait parlé dans le syndrome de l'imposteur. Sinon, peut-être que quand je vais te demander autre chose, tu ne te sentiras pas légitime de le faire. Donc, on va redresser la barre. C'est à vous, vous êtes le capitaine du bateau. Donc, c'est à vous d'observer ça. Et à côté, justement, celui qui a le plus de difficultés, manager le même type d'exercice avec peut-être une autre pédagogie, ou une pédagogie, certes, si elle est dans l'injonction, mais avec une autre méthode, peut-être en progression par objectif, ce genre de choses, pour qu'il puisse rattraper le retard et avoir ses acquis aussi. Donc, en prenant du recul, on se rend compte que la plupart du temps, c'est l'enseignant qui, par facilité d'enseignement, ne veut pas s'embêter à alterner le questionnement, l'injonction, c'est-à-dire qu'il va dire, ok, moi, certes, même s'il va donner son programme de coaching, il va prendre les élèves qui ont le plus de prédisposition pour aller le plus loin possible. Si vous êtes en retrait, posez-vous la question, vous n'êtes peut-être pas face au bon sensei, vous n'êtes peut-être pas dans le bon dojo, vous devez peut-être faire un effort pourquoi pas, de compréhension, de mise à niveau, mais le gros du travail, c'est quand même le professeur et l'esprit du dojo qui doit le faire. Ça vient pas forcément de vous en tant que pratiquant. En tant qu'enseignant, vous avez l'obligation d'essayer de tirer tout le monde par le haut, même si vous avez des élèves en difficulté. C'est là tout votre travail, c'est là votre mission, vous servez à ça. Sinon, on mettrait n'importe qui à votre place, on prendrait juste le plus gradé, et tiens, tu fais le cours, et tu te rendras compte de rien. Et là, pour le coup, oui, celui qui ne sait pas, il va prendre les 2-3 qui vous comprenez, ok, allez, on va bosser ensemble, et puis toi, tu n'y arrives pas, va faire autre chose. C'est pas grave, gêne pas le groupe, d'accord? On va avoir cette attitude-là. Et je sais qu'en disant ça, c'est très caricatural, mais pour l'avoir vécu dans mon club, d'avoir des personnes qui débarquent chez moi en me disant, j'ai vécu ça de cette façon-là, et justement, je l'ai très mal vécu, j'ai même des personnes, des parents, par exemple, qui viennent mettre les enfants, et qui me disent, moi j'ai arrêté parce que ça s'était pas bien passé et je ne m'y suis jamais remis. C'est-à-dire, c'est comme un passage de grade, on est encore une fois sur de la norme, on est sur des évaluations normatives, on doit faire rentrer
tout le monde dans une norme que l'on a imposée notamment par la Fédération française de karaté pour ceux qui y sont. Mais là, pour le coup, le tuto ne concerne absolument pas que le karaté, mais toute façon, toute discipline sportive de manière générale. Donc c'est à partir du moment où on veut avoir un certain niveau, pour le coup un grade, le grade il faut qu'il soit cohérent pour tout le monde. Donc on va faire rentrer tout le monde dans la même norme. Donc on doit coacher tout le monde un petit peu de la même façon. De plus en plus normatif et difficile et exigeant, plus le grade va être élevé. Et plus social et en rapport à la physio de chacun, quand le grade est un petit peu moins élevé. Sous forme de pyramide, d'une certaine façon. Mais voilà, on va avoir ces personnes-là qui vont dire, voilà, moi je suis sorti du système parce que soit c'est pas pour moi, soit on m'en a dégoûté, soit mon passage de grade s'est très mal passé. Pour la plupart des enfants, c'est leur première expérience d'être jugé, voire même en ceinture blanche, un adulte. C'est peut-être la première fois qu'il va être jugé devant tout le monde, il sort du boulot, il s'est fait engueuler par son patron. Son couple, ça va peut-être pas très bien. Il arrive, il fait son kata et vous l'humiliez devant tout le monde. Bon, il va peut-être pas revenir parce que c'est aussi une expérience. Pour lui, c'est aussi un danger. Donc, tout ça, ça fait partie de ce système-là où finalement, est-ce qu'on doit faire réussir les meilleurs? Est-ce que celui qui a parfois plus de difficultés n'est pas à valoriser davantage parce qu'il va finalement, fondamentalement, faire plus d'efforts, partir de plus loin, avoir une courbe de progression plus importante qu'une personne qui a plus de facilité. C'est vraiment à vous de vous poser ces questions et d'avoir ce recul sur les choses et sur les gens, tout simplement, au quotidien. Voilà, je voulais vraiment faire un petit tuto là-dessus parce qu'on est toujours dans cette thématique de fin de gros dossiers d'été sur le syndrome de l'imposteur. On a vu déjà beaucoup de choses et il va falloir vraiment, on va boucler la boucle, après on va passer, on a encore un tuto sur un petit peu la thématique, cette fois hyper pragmatique. La semaine prochaine, on va parler de l'organisation d'un entraînement en club. C'est-à-dire, entre guillemets, sur l'année. Donc ça peut aider certains pratiquants et certains enseignants, ça peut donner des astuces, des ressources. Mais après, effectivement, on va passer sur un tout autre sujet qui concernera la self-défense. Mais en tout cas, ça me paraissait hyper important de boucler la boucle sur tous des petits points de détail, certes très vicieux, qui font que le syndrome de l'imposteur va prendre place, d'une part, sur les coachs qui ne se focalisent que sur un domaine, sur les personnes qui ont des facilités et à qui on ne va justement ne pousser que les capacités qui sont valorisantes, et sur justement les personnes qui sont en difficulté et qui décident d'arrêter parce qu'elles ne se sentent plus légitimes de pratiquer. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Passez une très bonne semaine, portez-vous bien. Ciao.